Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Trouver un travail à domicile sur internet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer à quel point c'est devenu facile de travailler chez soi et de s'épanouir et d'avoir un peu plus de contrôle sur sa vie et de pouvoir enfin pouvoir plus profiter de sa famille, de ses loisirs et de tous les bienfaits du travail à domicile. Pourquoi est-ce que trouver un travail à domicile sur internet n'a jamais été aussi simple? Sincèrement, l'internet s'est tellement développé ces dernières années, avec en plus l'IA et ce genre de choses, les automatisations, les réseaux sociaux qui sont devenus le cœur de la communication de toute entreprise. L'internet nous offre des possibilités infinies et si on a une compétence, eh bien, on peut la vendre. On pourra toujours trouver quelqu'un qui sera intéressé par ce que l'on a à vendre, par nos services, et on pourra enfin vivre d'un travail à domicile sur internet. Ça offre des possibilités infinies. Une assistante virtuelle, c'est un domaine très très large, notamment tout ce qui est community manager, social media manager, développeur web, copywriting, tous ces métiers-là font partie des assistants internet, enfin des assistants virtuels, parce que nous sommes à distance dans le digital. Internet nous donne donc des possibilités immenses, tout dépend des compétences que l'on a actuellement. Comment et pourquoi devenir assistante virtuelle a été ma solution. Personnellement, j'ai des problèmes de santé qui ne me permettent pas de tenir un salariat de façon pérenne, on va dire. Le plus long que j'ai fait dans un salariat, c'est 3 ans, dont 1 an d'arrêt maladie. Atteinte de migraine chronique, je ne peux pas être salariée, ce n'est pas possible. C'est très compliqué pour un employeur de me faire confiance, même si je travaille très très bien. Je comprends que les employeurs ne peuvent pas apprécier les personnes comme moi malgré une situation, donc ça peut être ce qu'on peut appeler de la discrimination, je suis d'accord, mais sincèrement, je les comprends. Du jour au lendemain, ton employé, il peut te dire « Bah non, désolé, je viens pas, j'ai une migraine », alors que cette même employée, elle s'occupe de la cuisine, cœur de tout un restaurant. Enfin, c'est compliqué, je les comprends. Du coup, j'ai essayé de trouver une solution, un moyen de pouvoir avoir le contrôle de ma vie et de ne pas laisser ma santé gouverner mon montant d'argent que j'ai à la fin du mois, ou même si je me fais virer ou pas. Devenir assistante virtuelle, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que je travaille quand je veux, je travaille où je veux. Si j'ai une migraine, c'est pas grave, je dors, c'est pas un souci. C'est vraiment la consécration du métier que je pouvais avoir pour moi et ça m'a permis de sauver ma santé. Maintenant que je peux travailler au rythme auquel je souhaite, maintenant que je peux avoir la routine, le quotidien que je souhaite, avoir plus de contrôle sur mes horaires de travail, j'ai notamment beaucoup moins de migraines, je ne subis plus les migraines de décompression. Je sais pas si tu connais ça, mais souvent on travaille 5 jours pour 2 jours de liberté. Moi mes 2 jours de liberté, ils étaient complètement cassés par des migraines de décompression. Donc j'étais pas si heureuse que ça en réalité. Même si j'avais un salaire fixe tous les mois, enfin fixe, je faisais des heures sup ou pas, ou mes absences, voilà, mais même si j'avais une sorte de sécurité salariale, j'avais quand même cette grosse épée de Damoclès que sont les migraines au-dessus de ma tête et ça me pourrissait la vie. Maintenant, je vais passer au concret de comment trouver un travail à domicile sur internet. Ça se fait en 3 étapes. Théoriquement, ça tient sur un post-it, tout le monde peut le faire, mais bon, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Je te le dis, si tu vas en freelance, il faut que tu sois notamment doté de pas mal de volonté, de discipline, d'envie de réussir et que tu puisses faire face à tes propres démons qui peuvent être la flemme, la procrastination ou ce genre de choses, parce que là, va falloir agir en tant que véritable chef d'entreprise. Même si l'entreprise n'est que à taille humaine, ça reste une entreprise, c'est toi qui as le contrôle complet de ton chiffre d'affaires et de si tu trouves des clients ou pas. Donc oui, je tiens à préciser que pour pouvoir travailler à domicile chez soi en freelance, il est hyper important de retenir qu'il faut absolument ces qualités. Discipline, volonté, motivation, avoir un caractère aussi qui permet de faire face à de nombreux obstacles sur la route parce que c'est pas un long fleuve tranquille, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et je tiens sincèrement à l'expliquer, à te prévenir que c'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu as toutes ces qualités et que tu as envie de travailler chez toi sur internet, eh bien voici les 3 étapes pour pouvoir trouver un travail à domicile sur internet. La première étape peut paraître plutôt simple, c'est choisir une compétence principale à vendre. Dit comme ça, c'est très simple. Dans le fond, quand on ne connaît pas l'assistance virtuelle, c'est très très compliqué. Comment trouver une compétence à vendre? Déjà, il faut faire une mise au point sur tes compétences professionnelles et même tes compétences personnelles. Par exemple, si tu es mère de famille, notamment le fait d'organiser les repas, de faire les courses, de
faire le ménage, tout ça. Enfin, c'est très cliché ce que je dis, mais la réalité des choses fait que quand on est mère, on a toute cette charge mentale. Eh bien, sache que c'est une compétence que tu peux vendre. Tu as donc ce sens de l'organisation, ce sens des priorités, ce sens des responsabilités que tu peux transformer en compétence. Maintenant, il faut regarder l'expérience professionnelle. C'est toujours plus intéressant parce que c'est là où on peut plus facilement trouver une compétence principale à vendre. Pour ma part, si je devais regarder mon expérience professionnelle, alors je vais te faire un petit CV vite fait. J'ai fait des études en bijouterie, j'ai travaillé 1 an chez Cartier Lunettes en tant qu'employé polyvalent pour la soudure et un petit peu de polissage. Ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise d'import-export en bijouterie. J'étais officieusement ce qu'on appelle un responsable ADV. Donc là, déjà, je tiens quelque chose. Puis ensuite, j'ai eu ma première entreprise d'assistante virtuelle. Et ensuite, je suis revenue au salariat dans la restauration. Donc, pour mon cas, ce qui se retire le plus, c'est mon expérience de responsable ADV. Qu'est-ce que c'est responsable ADV? Une personne qui s'occupe du SAV, qui s'occupe de la relation client, qui s'occupe de l'inventaire, qui s'occupe de tous les petits trucs un peu chiants qui peuvent toucher du coup au SAV et à l'inventaire. Je pourrais pas vous faire la liste exhaustive de tout ce que je faisais parce qu'on en passerait des heures, mais ce qu'on peut retenir, c'est notamment que je m'occupais du SAV. Qu'est-ce que ça peut m'être utile? Eh bien tout simplement, je peux démarcher des entreprises, et c'est ce que je fais, pour m'occuper de leur SAV, c'est-à-dire que je réponds aux emails, je réponds aux appels s'il le faut, et je leur propose des solutions pour que les clients soient contents et que l'entreprise y trouve son compte. Avoir un sens de l'organisation quand on s'occupe d'un SAV, c'est hyper important, et donc moi, c'est une des compétences que j'ai déjà acquises lors de mes expériences professionnelles, et donc c'est une compétence que je peux vendre. Maintenant, pour ton cas, je t'invite à regarder ton CV et tu détailles chaque chose que tu as pu faire professionnellement parlant. Tu trouveras forcément une compétence qui ressort des autres, une compétence dans laquelle tu te sens plutôt à l'aise, plutôt efficace et plutôt organisée, et tu te dis voilà, c'est ça que je vais vendre parce que si j'ai été embauchée pour faire ça, eh bien c'est qu'il y a des entreprises qui ont besoin de cette compétence. Maintenant que tu as trouvé ta compétence principale à vendre, eh bien il faut construire ton offre. C'est pas juste, tu vas démarcher des entreprises et tu vas leur dire bonjour, je fais une prestation de service de SAV, voilà, je m'occupe de ton SAV. Non, c'est pas comme ça. La vie c'est pas un cookie. Pour construire son offre, il faut retirer les bénéfices que le client va avoir, les faits qui te démarquent des autres personnes qui font la même prestation que toi. Si tu as des expériences notables, c'est important de les marquer. Et surtout, vraiment, j'insiste, c'est qu'est-ce qui te démarque toi en essayant de mixer aussi les bénéfices que le client aura. Par exemple, moi je peux mettre en avant le fait que j'optimise à peu près tout ce que je touche. Donc l'optimisation, c'est très bien pour moi et ça me démarque parce que chaque chose que je vais faire va être optimisée, et ça fait du bien aussi à mon client parce que je vais optimiser nos interactions, je vais optimiser son SAV et peut-être même du coup réduire la nécessité d'avoir une assistante virtuelle et lui proposer peut-être même un service d'optimisation complet et d'automatisation complet de son SAV. Ce sera une prestation beaucoup plus chère, mais un one-shot, c'est-à-dire que je la ferai qu'une seule fois et après le client sera content et donc obtiendra un bouche à oreille. Parce que je lui propose une première prestation qui est juste m'occuper de son SAV. Moi, je vais regarder un peu ce qui s'y passe, je vais tâter le terrain, je vais observer ce qui est optimisable, et si j'arrive à trouver un système qui permet d'automatiser complètement son SAV, je lui dirai, eh bien pour tant d'euros, qui sera beaucoup plus important que ma prestation, je ferai donc une optimisation de SAV afin que cette personne n'ait plus besoin de moi. C'est un peu contradictoire, mais ça permet de donner au client vraiment la preuve qu'on est hyper professionnel, qu'on a envie de l'aider et qu'on est là pour lui, parce que assistant, c'est vraiment du soutien. On est là pour soutenir, aider, décharger. Donc si j'arrive à lui trouver une solution pour optimiser complètement son SAV, eh bien cette personne sera très contente et pourra me recommander. Je peux rester tout simplement aussi dans la prestation, je peux m'occuper de son SAV ad vitam aeternam, mais personnellement, au bout d'un moment je vais m'ennuyer aussi, faut pas déconner quoi. Mais c'est pour ça que je propose souvent d'optimiser les choses pour pouvoir que la personne se passe de moi et qu'elle puisse me recommander plus chaudement. Donc une chose à retenir pour construire son offre, c'est trouver au moins, je dirais au moins 5 bénéfices que le client a à prendre ton offre. Ensuite, trouver au moins 3 choses qui te démarquent des autres personnes qui font la même prestation que toi. Idéalement, une petite phrase d'accroche, c'est même super nécessaire, une phrase d'accroche qui décrit ton offre. Pour ta phrase d'accroche, voici quelque chose qui peut beaucoup fonctionner. J'aide, entre guillemets, ta cible, les clients que tu vises, donc là ce serait les entreprises, et par exemple tu peux être hyper spécifique et dire les entreprises de cosmétiques par exemple,
à optimiser leur SAV, à gérer, soustraire leur SAV. Ça, c'est ta prestation, entre guillemets aussi, donc ce serait autre chose, hein. Ça peut être à obtenir des abonnés sur les réseaux sociaux, ce genre de truc. Ensuite, tu mets en effectuant, entre parenthèses, ton truc qui te démarche, ta façon de faire, quelque chose qui peut donner tout de suite envie. Donc par exemple, moi ce serait, j'aide les entreprises de cosmétiques à gérer et soustraire leur SAV en optimisant les interactions et en optimisant le temps. Je vais mettre en avant du coup le mot optimisation parce que c'est ce que je maîtrise le plus, et la personne pourra avoir du coup, qui dit optimisation, dit gain de temps, gain d'argent. Donc pour construire ton offre, une phrase d'accroche, 5 bénéfices, 3 choses qui te démarquent. Donc tu essayes de construire la chose pour qu'elle soit digeste à lire et comme ça tu pourras enfin proposer ton offre. La troisième étape, chercher des clients. Sur le papier, c'est très simple, c'est là où va falloir faire preuve le plus de volonté. C'est très compliqué de faire face à des refus, des dizaines par jour, mais il n'y a pas le choix, quand on débute, il faut commencer par là. Comment est-ce qu'on cherche des clients? Déjà, je vais te mettre en lien un article que j'ai écrit sur comment trouver des prospects. Les prospects, ce sont les clients ciblés. Comment trouver des prospects sur Internet. Je t'ai mis plusieurs astuces. Tu pourras approfondir cette troisième étape avec cet article. Pour chercher des clients, j'ai plusieurs astuces. Déjà, envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître très peu professionnel, mais les community managers des entreprises vont voir ton message et vont peut-être faire remonter l'information. Parfois, ça peut payer, parfois, ça ne paye pas. Ensuite, on peut cibler des toutes petites entreprises, c'est-à-dire par exemple des tout petits créateurs qui travaillent seuls et qui ont besoin d'aide, mais n'en ont pris le temps d'y réfléchir parce qu'elles n'ont pas le temps de chercher. Du coup, c'est à nous d'aller vers eux. Donc, il faut juste vérifier que ces personnes génèrent un petit chiffre d'affaires suffisant pour nous payer et suffisant pour qu'elles puissent continuer à générer son chiffre d'affaires et à en vivre. Donc, par exemple, on peut aller voir une petite couturière sans aucun problème et lui dire bonjour, je peux gérer ton SAV. En mettant les formes, bien évidemment. Ensuite, on peut tout simplement envoyer des mails aux mails de contact des entreprises. Ça, c'est la prospection la plus simple, mais c'est surtout celle où on se prend le plus de refus. Des mails automatiques ou ce genre de choses. Mais c'est pas grave, il faut essayer. C'est super important d'essayer. Et aussi, on peut aller tout simplement faire la recherche des offres d'emploi. Donc même si c'est pour une alternance qui recherche, même si c'est un CDI qui recherche et tout, quand même proposer sa prestation en freelance, ça peut peut-être déclencher chez certaines entreprises la nécessité d'avoir quelqu'un là tout de suite maintenant et peut-être du coup avoir une relation long terme avec ses clients. Chercher des clients, il y a 1500 ressources sur internet. Déjà il y a mon lien en description, mais aussi il y a 1500 tutos sur internet. Vraiment, si on cherche, on trouve. Et c'est aussi simple, hein. Plus on va envoyer des mails, des SMS, des appels, on peut aussi faire des appels de prospection, mais plus on va essayer de chercher des clients, plus on a de chances d'en trouver. C'est théoriquement aussi simple que ça. On va déjà arriver à la fin de cette vidéo, on va faire une petite conclusion rapide. Déjà, pour trouver un travail à domicile sur internet, c'est les 3 étapes citées précédemment. Faire un point sur ses compétences et trouver sa compétence principale. Ensuite, il faut construire son offre et ensuite, il faut chercher des clients. C'est aussi simple que ça. Bon, entre deux, faut quand même déclarer son entreprise, faut mettre en forme les choses, hein. Ça peut pas se faire en une journée, à moins que vraiment tu sois vraiment très très efficace. C'est ces 3 étapes. Et là, je vais t'apporter du coup 3 phrases hyper importantes. Avoir confiance en ses capacités, ce que tu vends, faut pas non plus que tu te dénigres. C'est pas parce que toi tu trouves que c'est une tâche super simple à faire et que personne ne paiera pour. Sache que ton minimum est le maximum de quelqu'un d'autre et que ton maximum est le minimum de quelqu'un d'autre. On est toujours l'idiot de quelqu'un et le génie d'un autre. C'est pareil pour les prestations de service. Donc il faut avoir confiance en ses capacités. Si un jour on t'a payé à faire quelque chose en tant que salarié, sache que tu pourras sûrement trouver bonheur en mode je vais être payé en tant que freelance pour faire cette même prestation. Ne jamais abandonner. Là, moi, je te le dis, c'est surtout sur la recherche de clients. Il ne faut pas abandonner. Plus tu vas essayer à trouver des clients, plus facilement tu pourras trouver quelqu'un. Enfin, c'est pas plus facilement, mais les statistiques, enfin, c'est même logique. Plus on va essayer de contacter de personnes, forcément, on va réussir un jour à trouver sur quelqu'un qui aura besoin de nous ou qui acceptera de travailler avec nous. Dernière chose, dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, mais là ça va être plus du mindset, ça va permettre de forger une volonté d'acier, une discipline d'acier, tout ce que tu veux. Avoir un pourquoi solide en béton armé avec vraiment une structure très fiable. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un
pourquoi. Un pourquoi, c'est la raison de pourquoi on se lance dans ce métier. Tout entrepreneur a un pourquoi. Il y a certaines personnes qui disent que c'est complètement inutile. Moi, je fais partie de la team de c'est hyper important d'avoir quand même un but de pourquoi on se lance dans ce genre d'activité. Il n'y a pas plus difficile qu'être freelance. Enfin, si, bien sûr, il y a d'autres métiers très difficiles, mais en termes de motivation et de volonté, ou en termes d'échec, être freelance, c'est très 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 compliqué parce qu'on fait face à beaucoup de refus. On stresse parce que on n'a pas forcément les mêmes revenus tous les mois et on n'en vit pas du jour au lendemain. C'est pas aussi simple que ça. À moins que tu aies déjà des contacts et que tu peux déjà vivre 2000 € brut, donc ça te fait 1500 et enfin même pas 1500, ça fait 1460 net. C'est pas possible d'en vivre du jour au lendemain. Donc il faut un pourquoi en béton armé. C'est super important parce que c'est ça qui va te donner l'envie de te lever le matin, c'est ça qui va te donner l'envie d'envoyer ce mail de prospection en plus, c'est ça qui va te dire c'est pas grave, je me suis pris 20 refus aujourd'hui, mais peut-être que demain j'aurai 23 refus, mais j'aurai peut-être un d'accepté. C'est super important parce que ça permet de continuer d'avancer et de ne pas abandonner. Abandonner, c'est échouer, ça c'est sûr. C'est logique, si on abandonne, c'est fini et puis bah on pourra jamais réussir. Alors que si on se relève, on réessaye, et bien au bout d'un moment, ça va finir par payer. Ne serait-ce que parce qu'on aura déjà réussi à optimiser les choses qu'on aura déjà mis en place. Par exemple, on trouvera plus facilement une compétence plus facile à vendre, on trouvera une façon de construire son offre beaucoup plus attractive, on verra pourquoi les gens refusent, on trouvera des patterns et on pourra de plus en plus réussir. Personnellement, mon pourquoi, comme dit précédemment dans la vidéo, c'est tout simplement je ne veux plus subir mes migraines. Je ne veux plus mettre en jeu ma santé pour un travail. C'est que de l'argent, donc oui, l'argent ça fait vivre, ça fait avoir un toit sur la tête et tout, mais moi, vraiment, je n'ai pas envie de donner ma santé pour un patron qui en a rien à faire de moi et qui me paye si peu alors que mon travail vaut beaucoup plus que ça. J'ai décidé donc de construire mon propre métier pour pouvoir avoir le contrôle de ma vie et le contrôle de ma santé et pouvoir prendre soin de moi, parce que dans la vie, il n'y a pas plus important que la santé. C'est mon pourquoi numéro 1. Après, j'ai d'autres pourquoi qui sont plutôt intéressants aussi pour moi, hein. C'est ce qui me permet de me lever le matin. J'ai envie d'offrir à moi et mon copain un super avenir vraiment stable, qu'on puisse faire des sorties, des restos, s'offrir des cartes Magic par exemple, mais c'est pour ça. Moi, je veux vraiment avoir surtout le contrôle de ma vie, pouvoir passer plus de temps avec lui par exemple, passer plus de temps avec mes amis, c'est hyper important. Si t'es mère de famille, boum, un pourquoi, c'est donner un avenir merveilleux et radieux à tes enfants et passer plus de temps avec eux. C'est un exemple, hein, voilà, je stigmatise pas. Par exemple, si t'adores les jeux vidéo, et bah ton pourquoi ça peut être peut-être avoir le temps de faire ton propre jeu vidéo. Et avec un salariat, c'est déjà très compliqué d'avoir du temps pour soi. Alors que si on est assistant virtuel, on a beaucoup plus le contrôle de son temps. Au début, on peut beaucoup plus travailler qu'un salarié, mais c'est pas grave parce qu'au bout d'un moment, on finit par avoir des process beaucoup plus clairs et on travaille de façon beaucoup plus efficace. C'est donc la fin de cette vidéo. Ici, je te mets ma dernière vidéo en ligne. Tu peux t'abonner et si tu veux, sur mon site internet, tu pourras trouver 2 PDF gratuits, soit 30 idées pour te lancer, c'est 30 idées de prestations pour te lancer en freelance, ou alors 30 sites pour trouver des clients, c'est des sites de prestations spécialisés. En lien, tu trouveras également mon article dont je t'ai parlé plus tôt pour trouver des prospects sur internet. N'hésite pas à vagabonder dans tous les contenus que je te donne et cela te permettra donc de trouver des clients plus facilement. C'était Milédia, à très bientôt.